Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Un an de mise en œuvre et une halte pour jauger le chemin parcouru. Les acteurs de la santé et leurs partenaires passent en revue l'application de la mesure de gratuité en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Les deux hommes forts de la Libye dans un nouveau face-à-face, cette fois-ci à Paris, à l'invitation du président français Sarraj et Haftar, vont poursuivre leurs discussions entamées à Abu Dhabi. Mais nous venons d'apprendre que des attaques ont eu lieu dans le Soum la nuit dernière. Ces attaques auraient causé la mort de 5 personnes. Selon certaines sources, les terroristes auraient tué 2 personnes à Sibé et une à Neda dans la commune de Tongo-Mayel. Les attaques auraient fait 2 autres victimes à Ndija dans la commune de Djibo. Des précisions vous seront données par les sources officielles au cours de nos prochaines éditions. Ironie du sort, ces attaques terroristes surviennent alors que le commandant de la force, Barkhane Xavier de Volmont, était reçu en audience par le président du Faso. La situation sécuritaire au nord Mali et dans la sous-région était au centre des discussions entre les deux hommes. Les échanges ont aussi porté sur les nouvelles orientations dans la lutte contre le terrorisme. En fin de mission, le commandant de la force Barkhane a présenté son successeur à Roch-Marc Christian Kaboré. Il s'agit du général Bruno Guibert. Reportage Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nebier. Le commandant de la force Barkhane, Xavier de Wellemont, en fin de mission, est venu dire au revoir au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Un commandant sortant qui a à ses côtés son successeur immédiat, le général Bruno Guibert. Il y a un changement, c'est pour ça que nous sommes 2 aujourd'hui. Donc c'est une mission qui dure 1 an. Donc moi je pars au bout d'1 an et le général Guibert, ici présent, va prendre le commandement dans les jours qui viennent. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on fait cette tournée à 2 pour se présenter, pour dire au revoir pour ma part et puis pour se présenter auprès des autorités militaires. Donc nous avons vu le chef d'état-major général des armées hier et politique et nous avons vu le président ce matin. Avec le président du Faso, ils ont également échangé sur les nouvelles orientations dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Vous savez qu'il y a un grand projet dans le G5 qu'on appelle la force conjointe. C'est plus qu'un projet puisque ça a été décidé par les présidents depuis quelque temps, réaffirmé à Bamako lors du sommet des présidents, qui ont fixé aux armées et à Barkhane aussi, puisque nous sommes en appui et nous sommes complètement avec les armées du G5, donc de créer pour la fin de l'été les PC de cette force. Donc, il y aura un grand PC à Sévaré au Mali, puis un PC du fuseau centre Mali, Niger, Burkina à Niamey. Et au-delà des PC, c'est important les PC, mais au-delà des PC, ce qui compte, c'est les opérations. Et donc, sans vous donner une date, parce que ça doit garder tout ça un peu secret, assez rapidement, il y aura une grande opération qui sera conduite dirigée par les PC de cette force conjointe. Voilà. Un an après la mise en œuvre de la mesure sur la gratuité des soins au profit de la femme enceinte et des enfants de moins de 5 ans, un bilan est dressé à Ouagadougou. Tous les acteurs de la santé et les partenaires techniques et financiers se penchent sur cette politique du gouvernement qui a coûté au budget de l'État depuis avril 2016 plus de 27 milliards de francs CFA. La rencontre va passer en revue les goulots d'étranglement et proposer de nouvelles pistes pour une meilleure prise en charge des populations vulnérables. Urbain Sommet, Mounira Kéré, reportage. Les acteurs de la santé dressent le bilan de la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Une politique qui s'est donnée pour mission de contribuer à réduire de façon significative les décès maternels et infanto-juvéniles. Mise en œuvre depuis 2016, l'État a déjà consenti plus de 27 milliards de francs CFA dans le cadre de cette politique. Les flux de patients dans les formations sanitaires ont été multipliés par 2, par 3 par endroit. Malgré tout cela, les cliniciens, les agents de santé sont restés et ont fourni des soins de qualité aux populations. Rupture en médicaments et quelques pratiques malsaines dans le cadre de cette politique sont autant de faits qui cristallisent les attentions. Des difficultés qui trouveront ici solution selon le ministre de la Santé. À cause de la crise de la CAMEG, nous avons connu quelques ruptures en médicaments que nous sommes en train de résorber. Il y a toujours quelques pratiques
que nous cherchons à endiguer, tels que forcer certains ménages à payer alors qu'ils ne devraient pas payer. Cette rencontre doit permettre aux acteurs de santé de faire le point des acquis. Il est surtout question de définir de nouvelles orientations pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Les ONG et associations œuvrant dans la protection sociale convient à une formation du Conseil national de la protection sociale, une occasion de revisiter les activités menées pour le soutien des personnes vulnérables en termes de santé, d'éducation, etc. Les participants ont aussi une opportunité de cerner les différents aspects de l'assurance sociale. Une enveloppe de 18 milliards de francs CFA est prévue pour les ONG et associations au cours de cette année dans le cadre de la protection sociale. Reportage Issa Kafando Ismaël Duloma Sirima. Une formation sur les questions de protection sociale. Les participants reçoivent ici des modules sur les principes généraux de la protection sociale, tels que l'assurance sociale, de même que les soutiens en termes de santé, d'éducation et de sécurité alimentaire à l'endroit des personnes vulnérables. Ils échangent également sur les instruments utilisés pour mener à bien la politique nationale de protection sociale. Également aussi des échanges sur la façon dont nous allons élaborer nos documents, notamment le document de planification, rapport, bilan et plan d'action, que c'est important pour nous que nous puissions nous comprendre sur les concepts, sur les différents termes. Et quand on rentre, c'est plus facile. Mais si on n'arrive pas à bien comprendre les concepts, bon, après on ne se comprend pas. Avant le début de cette formation, le secrétaire permanent du Conseil national de la protection sociale annonce que pour l'année 2017, environ 18 milliards de francs CFA sont programmés pour les ONG et associations pour des activités de protection sociale. Et quand vous prenez même la politique, comme je l'ai dit, il y a 6 programmes qui sont menés, 4 programmes spécifiques et 2 programmes d'intervention. On veut vraiment échanger sur ces questions-là afin qu'on puisse davantage se comprendre pour mieux intervenir sur le terrain. Ce séminaire de formation se tiendra en 2 sessions. À terme, il devrait permettre de mieux implanter un système de protection sociale au Burkina. Formation des formateurs pour des spécialistes de 13 pays africains et européens en fiscalité dans les industries extractives. La rencontre devrait permettre aux acteurs des industries extractives de saisir les modalités d'utilisation et de mise en œuvre du guide d'aide sur la fiscalité des industries minières. Le centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales CREDAF organise cet atelier. Issa Kafando Mounira Kéré. Ces cadres des services fiscaux débattent sur la particularité et le régime fiscal applicable aux industries minières. À cette rencontre, ces experts venus de 13 pays francophones vont aussi trouver des solutions à la viabilité des entreprises minières en rendant raisonnables les taxes prélevées sur celles-ci. Ce séminaire du CREDAF, le Centre des ressources et d'études des dirigeants des administrations fiscales, enseigne les participants sur la nécessité de trouver un juste milieu pour rentabiliser davantage la fiscalité des pays membres. Le but de ce séminaire, c'est de former des formateurs pour en accompagner la diffusion dans chaque pays membre du CREDAF. Et donc, pendant 3 jours, on va leur donner des clés nécessaires ensuite à pouvoir pratiquer leur mission de retour dans leur pays pour former les inspecteurs des impôts qui vont devoir gérer toutes les questions liées à la fiscalité des industries extractives. Pour la Direction générale des impôts du Burkina, co-organisatrice de ce séminaire, les conclusions de la rencontre vont contribuer au redressement fiscal des pays en difficulté. Les recettes fiscales qui proviennent de ces sociétés minières sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, c'est environ 1/4 de nos recettes fiscales qui proviennent de l'industrie minière. Donc c'est important pour nous qu'on s'intéresse à ce secteur parce que si ça ne va pas au niveau de ce secteur, effectivement nos recettes fiscales dans l'ensemble vont baisser. Ils sont 25 fiscalistes venus entre autres de l'Algérie, du Burkina, de la Guinée, du Burundi, de Haïti et de la France. Au cours de ces 72 heures de travaux, ils vont trouver les meilleures modalités fiscales aux entreprises minières, aux douanes et aux hydrocarbures.
Les 8 écoles nationales des enseignants du primaire ENEP viennent de mettre à la disposition du Burkina plus de 5000 instituteurs certifiés. La cérémonie de sortie s'est déroulée hier à Dori sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo. Les élèves maîtres avaient pris un thème pour marquer 2 années de formation, éducation à la citoyenneté, quelle contribution des ENEP à la cohésion sociale. Reportage Ibrahim Kagone, Bernard Diasso. Au terme de 2 années de formation, ils sont 5074 élèves maîtres, aptes à faire leur premier pas dans le sacerdoce de l'éducation. Engagés, déterminés et prêts à relever les défis partout où ils seront affectés, ces institutrices et instituteurs adjoints certifiés s'engagent à combattre l'ignorance et l'obscurantisme. Monsieur le ministre, nous ne vous décevrons pas. Nous ne décevrons ni élèves, ni parents d'élèves, ni personne dans notre cher pays. Notre engagement à servir la nation est conscient et total. Cependant, ils ont relevé des difficultés rencontrées au cours de leur stage pratique et émis des doléances. Que j'ai bien pris note des doléances qui ont été faites ici. J'ai déjà instruit la DRH depuis l'année dernière que les mandatements doivent se faire au plus tard à fin septembre. Pour ce qui est des humiliations qu'ils ont subies, je les déplore et je voudrais ici leur présenter mes excuses. Au regard des exigences du métier, le parrain a prodigué des conseils à ses filleuls. Tout commence par l'enseignant. Si nous voulons bâtir une nouvelle école pour le Burkina Faso nouveau, il nous faut des enseignants engagés, patriotes, qui ont à cœur de donner à ce pays non seulement le savoir, mais le savoir-faire et le savoir-être. En 2016-2017, 5800 enseignants ont été recrutés et engagés au ministère de l'Éducation nationale. Et pour l'année 2017-2018, ce département ministériel envisage recruter 5890. La gendarmerie nationale a renforcé aussi par du 109, 750 jeunes qui ont suivi une formation de 3 mois à l'école nationale des sous-officiers de la gendarmerie nationale à Bobo-Dioulasso ont reçu hier leur parchemin avec la sortie. Ces élèves de la 44e promotion deviennent des élèves sous-officiers. Lamine Karantao, Siriki Miliko, Kadou Romenki à Bobo-Dioulasso. 750 élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale reçoivent ici leurs passants. Une cérémonie qui marque la fin de leur formation militaire initiale de 3 mois. Et aujourd'hui, ils sont aptes à intégrer les rangs de la gendarmerie. Ces élèves sous-officiers plutôt que vous avez vus aujourd'hui ne sont plus les jeunes gens d'hier. En termes de comportement, il y a beaucoup de changements. Parce que ils ont appris beaucoup de choses. On leur a enseigné les valeurs chères à l'institution militaire, telles que la discipline, la cohésion, le devoir, l'esprit du sacrifice et l'accomplissement de la mission dans l'esprit de désintéressement. Après leur présentation au drapeau et prestation de serment devant parents, amis et la hiérarchie militaire, ils mesurent déjà la tâche qui les attend. C'est un engagement en ce sens que j'invite mes promotionnaires à travailler davantage et à rester dans les rangs. Continuer à respecter les règlements intérieurs de l'école. C'est un grand jour pour moi, en ce sens que je suis très fière de porter le passant d'élèves sous-officiers de première année de gendarmerie et d'appartenir à la grande famille militaire. En élèves gendarmes, ils poursuivront leur formation à l'École nationale de la gendarmerie. La loyauté, le sens du devoir et du sacrifice sont des valeurs qui guident leur formation et leurs actions. Nous avons appris avant de monter sur ce plateau que des attaques terroristes ont eu lieu dans le Soum la nuit dernière. Ces attaques auraient causé la mort de 5 personnes. Selon certaines sources, les terroristes auraient tué 2 personnes à Sibé et une à Neda, dans la commune de Tongomayel. Les attaques auraient fait 2 autres victimes à Ndija, dans la commune de Djibo. Des précisions vous seront données par des sources officielles au cours de nos prochaines éditions.
La crise libyenne se déporte sur les bords de la Seine avec cette rencontre aujourd'hui à Paris entre le maréchal Haftar et le chef du gouvernement d'union nationale de Tripoli reconnu par la communauté internationale Fayez al-Sarraj. Les hommes forts de la Libye se rencontrent donc à l'initiative de Emmanuel Macron qui est décidé à poursuivre les discussions entamées par les deux hommes à Abu Dhabi. Une médiation qui a des objectifs cachés si l'on pense à tous ces milliers de migrants qui prennent la mer depuis la Libye pour rejoindre l'Europe. Octobre 2011. La Libye célèbre la libération du pays après 42 ans passés sous le joug du colonel Mouammar Kadhafi. Des célébrations qui rapidement font place au chaos. L'État se délite, les violences font rage. En 2014, le pays s'enfonce dans la crise politique. En juin, la Libye compte deux gouvernements. Le Parlement de Tobrouk, soutenu par le général Haftar et reconnu par la communauté internationale, et le gouvernement de Tripoli, dominé par les islamistes et la coalition Aube de la Libye, qui refusent de céder leur place. Décembre 2015, les deux factions rivales signent un accord de gouvernement d'union nationale sous l'impulsion des Nations Unies. L'homme d'affaires Fayez al-Sarraj est désigné pour présider le nouveau gouvernement, mais la personnalité ne fait pas l'unanimité. Peu après la signature de l'accord, le général Haftar, longtemps écarté par la communauté internationale pour sa proximité avec le clan Kadhafi, se désolidarise du gouvernement d'union nationale. En 2016, devenu maréchal, Khalifa Haftar prend le contrôle de 5 des 6 principaux terminaux pétroliers, soit 85% des réserves de pétrole du pays. Il compte aussi sous ses ordres près de 35 000 soldats au sein de l'armée nationale libyenne. Devant la communauté internationale, il se pose en homme providentiel face à la montée du groupe État islamique dans le pays. Le gouvernement israélien fait un geste dans la voie de l'apaisement en direction des Palestiniens. Israël a décidé de retirer les portiques de sécurité installés autour de l'esplanade des mosquées, lieu saint de l'islam à Jérusalem. Cette démarche pour contrôler les fidèles musulmans avait suscité des incidents violents qui avaient entraîné la mort de 5 Palestiniens et de 3 Israéliens la semaine dernière. Le gouvernement israélien a cédé, il va retirer les portiques de sécurité installés autour de l'esplanade des mosquées de Jérusalem. Ce mardi, il annonçait le remplacement prochain par une technologie sophistiquée. Il s'agirait selon les médias israéliens de caméras haute résolution. Quelques heures avant l'annonce, au terme d'une réunion avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient demandait qu'une solution soit trouvée avant les prières musulmanes du vendredi. Personne ne doit faire l'erreur de croire qu'il s'agit d'incidents isolés, dit Nikolai Mladenov. Ces incidents peuvent potentiellement avoir des conséquences catastrophiques, bien au-delà des murs de la vieille ville, bien au-delà d'Israël et de la Palestine, bien au-delà du Moyen-Orient. Depuis l'installation des portiques, les fidèles boycottaient l'esplanade des mosquées et priaient à l'extérieur. Ils accusent Israël de vouloir étendre son contrôle sur ce lieu saint, administré par la Jordanie. Près de la vieille ville de Jérusalem et en Cisjordanie, les manifestations, parfois violentes, ont été quotidiennes. La semaine dernière, 5 Palestiniens sont morts dans des affrontements et 3 Israéliens ont été tués à leur domicile. La participation burkinabé au 8e jeu de la francophonie d'Abidjan, scrutée par les journaux qui se détournent de l'actualité politique, puisqu'ils commentent aussi la lutte contre le sida. La revue de la presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. C'est fait, le Burkina vient de remporter la première médaille d'or, annonce l'observateur Palga. Et c'était le lundi 24 juillet au stade Oufoué-Boigny que Fabrice Zango a effectué un saut de 16,92 m. Il remporte ainsi la médaille d'or face à un Français et bat du même coup le record national détenu jusqu'à présent par Olivier Sanou depuis 2003, rapporte ce journal. Une autre bonne nouvelle est annoncée par aujourd'hui au Faso. Mat Kouala s'est qualifié pour la finale des 100 mètres haies. Mais il y a surtout des défaites et le quotidien rapporte que le lutteur Blaise Débé a été battu en petite finale par un Québécois. Autre défaite, celle de Gérard Kobéané et de Mariam Bansé en athlétisme, lit-on dans Sidoya. Si le quotidien affirme que ce bilan est mitigé, aujourd'hui Ofaso estime par contre que le Burkina est à la traîne car après 3 jours de compétition, certains pays ont déjà ouvert leur compteur médailles. Mais un espoir pointe à l'horizon
Et aujourd'hui, au Faso accorde de fortes chances de victoire à Mat Kuala, qui compétit ce mardi à 14h30 contre l'Ivoirienne Rosvita Oku, surnommée la piqûre. Autre sujet d'intérêt des quotidiens, la lutte contre le sida. Une fillette suscite l'espoir, titre Sidoaya. Le quotidien d'État explique qu'en Afrique du Sud, une fillette de 9 ans née séropositive a pu vivre sans traitement pendant 8 ans et demi après avoir suivi un seul traitement choc après sa naissance. Cet enfant de 9 ans qui est devenu un cas d'école du Congrès international sur le sida se serait bien passé de ce quart d'heure de célébrité, estime l'observateur Palga. Le Collège des scientifiques réunis cherche maintenant à comprendre le mécanisme grâce auquel l'enfant est protégé pour éventuellement développer un traitement curatif ou un vaccin contre le VIH, explique Sidoaya. Certes, cet enfant n'est pas officiellement devenu un séronégatif, mais c'est en soi un petit miracle, selon l'observateur Palga. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.